Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce cours de livre 10, Fondement des bases de données, va porter sur les contraintes d'intégrité dans le modèle relationnel. Donc, nous avons vu dans le cours précédent que la structure du modèle relationnel permet de modéliser la réalité à certains niveaux de granularité. Ainsi, les attributs vont décrire les objets et on peut séparer les données dans différentes relations avec des noms explicites. Mais ceci est largement insuffisant pour représenter plus finement les différents aspects des données réelles. L'incapacité à représenter des métadonnées conduit à un certain nombre de problèmes. Par exemple, si nous prenons l'exemple de notre relation étudiant que nous avons vu dans le cours précédent, rien n'empêche à l'utilisateur d'insérer plusieurs étudiants avec le même numéro d'étudiant, mais des données différentes, d'insérer 2 fois le même étudiant, mais avec 2 âges différents, d'associer une formation farfelue qui n'existe pas à un étudiant. Et donc, en réponse à ces problèmes, un cadre a été développé pour ajouter une sémantique au modèle relationnel. On incorpore des contraintes d'intégrité, c'est-à-dire des propriétés supposées être satisfaites par toutes les instances d'un schéma de base de données. Un exemple simple est celui des dépendances de clés. Par exemple, nous nous attendons à ce que dans une relation concernant une donnée sur une personne, le numéro de sécurité sociale serve de clé, c'est-à-dire que le numéro de sécurité sociale identifie de façon unique un tuple de cette relation. Le but des contraintes d'intégrité est de pouvoir interdire tous les cas d'incohérence pouvant être générés lors des mises à jour pour avoir des données collant toujours à la logique de la réalité. En effet, les applications sont souvent développées en utilisant certains postulats sur les données. Par exemple, le numéro d'étudiant est unique, mais si ces postulats ne sont pas vérifiés, les applications vont générer des erreurs parfois imprévisibles. Donc, pour illustrer nos propos, nous allons considérer la base de données suivante qui met en jeu 2 relations, une relation film avec les attributs titre, metteur, enseigne et acteur, et une relation programme avec les attributs cinéma, salle, titre et friandise. Donc, bien que le schéma lui-même ne fasse aucune restriction sur les données qui peuvent être stockées dans ces 2 relations, l'application attendue de ce schéma peut impliquer plusieurs de ces restrictions. Nous pouvons par exemple savoir qu'il y a un seul metteur en scène associé à chaque titre de film et que dans la relation programme, un seul titre de film est associé à un couple cinéma-salle-données. De telles propriétés sont appelées des dépendances fonctionnelles puisque les valeurs de certains des attributs d'un tuple déterminent de façon unique ou fonctionnellement les valeurs des autres attributs du tuple. Donc, dans la syntaxe que nous présenterons, la dépendance dans la relation film où un seul metteur en scène est associé à chaque titre de film va s'écrire de la façon suivante: film, titre, flèche, metteur en scène. De façon similaire, d'un programme, un seul titre de film est associé à un couple cinéma-salle donné. On va l'écrire: l'ensemble cinéma-salle détermine fonctionnellement le titre du film. Nous avons considéré des dépendances qui s'appliquent à des relations individuelles. Ces dépendances sont habituellement utilisées dans le contexte
d'un schéma de base de données, cas dans lequel doit être spécifiée la relation concernée pour chaque dépendance. Nous allons maintenant considérer un autre type de dépendance, appelé dépendance d'inclusion ou contrainte référentielle, qui met en jeu deux relations. Dans notre exemple, nous pouvons nous attendre à ce que tout titre projeté actuellement, c'est-à-dire présent dans la relation programme, soit le titre d'un film, c'est-à-dire apparaissant dans la relation film. Pour cela, nous pouvons noter programme titre inclus dans film titre. Donc en général, les dépendances d'inclusion peuvent faire intervenir des séquences d'attributs de chaque côté. Et donc ça, il faut bien le noter, puisque dans les dépendances fonctionnelles, décrites précédemment, on met en jeu des ensembles d'attributs. Et ici, on met en jeu des séquences d'attributs. Donc l'ordre d'apparition de l'attribut dans la séquence est très important. Les dépendances de données telles que nous venons de les présenter donnent un mécanisme formel pour exprimer des propriétés attendues des données stockées. Si on sait que la BD satisfait un ensemble de dépendances, alors cette information peut être utilisée pour améliorer la conception d'un schéma, pour protéger les données en se prémunissant contre certaines mises à jour erronées, et également pour améliorer les performances de notre SGBD. Donc, dans la suite de ce cours, nous étudierons les dépendances fonctionnelles, les dépendances d'inclusion et plus tard, les dépendances multivalues. Ce type de dépendance, nous l'aborderons bien plus tard. La tâche consistant à concevoir le schéma dans le cas d'une BD concrète est importante et loin d'être aisée. Aussi, le concepteur doit-il recevoir une aide du système. Les dépendances sont utilisées pour fournir des informations sur la sémantique de l'application afin que le système puisse aider l'utilisateur à choisir parmi tous les schémas possibles le plus approprié. Donc, il existe plusieurs façons pour un schéma de ne pas être approprié. Les relations film et programme illustrent les types les plus importants qui font que ces schémas ne sont pas appropriés. Supposons qu'il faille insérer le titre d'un nouveau film et son metteur en scène sans connaître les acteurs. C'est impossible avec le schéma décrit précédemment et il y a une anomalie d'insertion. Un phénomène analogue se produit pour l'élimination. On parle d'anomalie d'élimination. Par exemple, une anomalie d'élimination apparaît si l'acteur Marlon Brando n'est plus associé au film Apocalypse Now. Ainsi, le triplet Apocalypse Now Coppola Brando doit-il être supprimé dans la base de données. Mais cela a également pour effet supplémentaire d'éliminer l'association entre le film Apocalypse Now et le metteur en scène Coppola dans la base de données. Information qui peut être encore valide. Le fait que Coca-Cola puisse être trouvé au Cinoche est enregistré plusieurs fois. Supposons de plus que le directeur du Cinoche décide de vendre désormais du Pepsi-Cola au lieu du Coca-Cola. Il va falloir modifier plusieurs tuples de notre relation, sinon nous aurons une violation d'une dépendance de jointure et nous
produiront des incohérences dans la base de données. Et donc là, on parlera d'anomalies de modification possibles, anomalies de mise à jour. Et des potentielles anomalies d'insertion et de suppression peuvent être également causées par cette redondance. Ainsi, à cause d'un mauvais choix de schéma, les mises à jour peuvent conduire à une perte d'informations, à une incohérence des données et à une écriture correcte plus difficile des mises à jour. On peut se prémunir de ces problèmes en optant pour un schéma plus approprié. Dans notre exemple, la relation film pourrait être ainsi décomposée en deux relations. Une relation M metteur avec les attributs titre et metteur en scène, et une relation M acteur avec les attributs titre et acteur. Dans notre relation M metteur, on aurait la dépendance fonctionnelle titre qui détermine le metteur en scène qui serait satisfaite, et de même, la relation programme pourrait être remplacée par deux relations. Une relation ST-programme définie sur le schéma ciné-salle titre et une relation S-programme définie sur le schéma cinéma-friandise, où ST-programme satisferait la dépendance ciné-salle qui détermine fonctionnellement le titre. Donc, la conception de tel schéma sera étudiée dans la suite de ce cours. Les dépendances de données servent également de filtre aux mises à jour proposées de façon naturelle. Si on s'attend à ce qu'une BD satisfasse une dépendance sigma, et qu'une proposition de mise à jour conduise à une violation de sigma, alors la mise à jour est rejetée. En fait, le système supporte les transactions. Durant une transaction, la base de données peut être dans un état inconsistant, mais à la fin de celle-ci, le système doit vérifier l'intégrité de la base de données. Donc, si les dépendances sont violées, alors la transaction entière est rejetée. On parle de rollback. Sinon, elle est acceptée et validée. On a un commit. On s'attend naturellement à ce que la connaissance des propriétés structurelles des données stockées soit utile à l'amélioration des performances d'un système pour une application particulière. Au niveau physique, la satisfaction des dépendances conduit à une grande variété d'alternatives pour les structures de stockage et d'accès. Par exemple, la satisfaction d'une dépendance fonctionnelle implique qu'une relation peut être stockée physiquement sous forme décomposée. De plus, la satisfaction d'une dépendance de clé peut être utilisée pour réduire l'espace d'indexation. Un développement théorique particulièrement frappant de la théorie des dépendances a fourni une méthode qui optimise les requêtes conjonctives en présence d'une grande classe de dépendances. Comme exemple simple, considérons la requête suivante qui renvoie le couple DA où un acteur A joue dans un film mis en scène par D. Une implémentation naïve de cette requête exige une jointure, donc opération particulièrement coûteuse. Or, puisque film satisfait
la dépendance fonctionnelle titre détermine metteur en scène, on peut simplifier cette requête en uniquement la requête qui porte sur notre relation film. Et donc cette requête peut être évaluée sans jointure. En effet, lorsqu'on a des couples, des triplés, T, D, A' et T, D' A, qui sont trouvés dans la relation film, on peut avoir D égale D'. Aussi, peut-on aussi bien utiliser que le triplet T, D, A, ce qui conduit à la requête simplifiée. Et donc, nous vous avons vu ici que, en s'appuyant sur les dépendances fonctionnelles et leur étude, nous arrivons à avoir une requête qui porte sur une seule relation, et donc avec un coût, une complexité qui va dépendre du nombre de tuples de cette relation. Et donc, on peut se passer d'une jointure qui aurait été beaucoup plus complexe, puisque dans le pire des cas, la complexité de la jointure est équivalent au nombre de tuples de la première relation fois le nombre de tuples de la seconde relation. Donc, nous avons fini ce cours sur l'introduction des contraintes d'intégrité dans le modèle relationnel.